C'était l'un des objectifs majeurs du combat d'Étienne Tshisekedi. Et je crois qu'il le tenait de quelque part parce que, comme vous le savez, Étienne Tshisekedi, c'est le premier docteur en droit de l'université Lovanium. Le premier Congolais à avoir obtenu un diplôme de doctorat en droit à l'université Lovanium, c'était Étienne Tshisekedi. Je crois que vous savez jouer. Donc l'état de droit avait une importance capitale chez lui. La Constitution, le respect de la Constitution. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui croient qu'ils peuvent nous donner des leçons en matière de respect de la Constitution, alors que nous, notre idéologie est fondée sur cela. Des gens qui ont vécu la dictature, qui ont instauré la dictature pendant plusieurs années et qui croient aujourd'hui qu'ils peuvent nous donner des leçons d'une constitution qu'ils connaissent d'ailleurs très mal. Un autre principe, je vais développer plus tard, les droits de l'homme. Les droits de l'homme pour Étienne Tshisekedi avaient une valeur fondamentale dans son combat. Les droits de l'homme. Et il faut dire ici tous les droits de l'homme. C'est-à-dire, je vais développer, ce n'est pas seulement le droit de manifester, ce n'est pas seulement le droit à la parole, non, même le droit socio-économique. Les gens devaient bien vivre. Droit, vivre dignement comme être humain. Les droits, tous les droits de l'homme. Et aussi les droits de tous les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes. Et notre sœur en a parlé tout à l'heure. Les droits de l'homme ont une place fondamentale dans cette idéologie. Élément également du tshisekedisme comme idéologie politique, c'est la démocratie. Pour Étienne Tshisekedi, c'était la démocratie ou rien. La démocratie pour lui. Et on va définir un peu plus tard. Pour lui, c'était la démocratie ou rien. C'était Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'était un non permanent à la dictature. C'était monsieur non à toute forme de dictature. Et par ses gestes, il savait le matérialiser. Et parfois, même quand il négociait, il arrive devant Mobutu, il doit prêter serment. Il se rend compte que c'est un dictateur. C'était lui le bic rouge. Oui. C'était lui comme ça. Aujourd'hui, peut-être cette génération ne sentira pas ce qui s'était senti dans les années 90. Vous avez votre femme, vous avez votre mari, vous avez vos enfants. Vous avez entendu la nomination par ordonnance du maréchal Mobutu à la télévision et à la radio. Tout le monde de chez toi fait que vous êtes nommé Premier ministre. Tout le monde. Votre femme se maquille très bien le matin. Et le mari porte une très jolie cravate et la femme ne sait rien. Les enfants sont endimanchés. Papa devient Premier ministre. Il ne sait pas que quand il va arriver devant Mobutu, c'est non. Devant les caméras de la radio et de la télévision. Donc la démocratie. Et pour Tshisekedi, il n'y avait pas à transiger. Et pour lui, la démocratie, c'était ce gouvernement, comme on va le définir un peu plus loin, je ne vais pas encore dans les détails, mais au fond de la démocratie, c'était le peuple d'abord. Le peuple d'abord fait partie de la doctrine de Tshisekedi. Pour lui, c'était le peuple d'abord. Et parce que l'objectif de cette présentation, de faire de chacun de nous un véritable Tshisekediste, c'est-à-dire quand on vient au RDT, quand on s'engage en politique, ce n'est pas pour satisfaire, pour nourrir d'abord ma femme et mes enfants. Non,
c'est le peuple d'abord. Donc le peuple avait dans la tête de Étienne Tshisekedi quelque chose d'exceptionnel. Il pouvait sacrifier sa famille. Parce que pour lui, c'était le peuple d'abord. Ce n'était pas s'amasser des biens. Et la résidence délimitée, c'est un héritage permanent de voir comment quelqu'un qui était pratiquement au pouvoir depuis 61, Premier ministre, plusieurs fois, ministre de l'Intérieur, numéro 2 du régime, vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil législatif Assemblée nationale, lui mettait là, cette résidence-là, très sobre et très simple comme résidence, et le traduit en elle seule, c'est tout un symbole de la façon dont Tshisekedi avait vécu. C'était le peuple d'abord. Et puis dès l'époque, ce n'était pas la Gombe, c'était là-bas. Donc le peuple d'abord. Un autre élément, je vais revenir, c'est l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie est un élément fondamental du tshisekedisme comme idéologie politique. L'amour de la patrie. Il aimait son pays. L'amour du pays venait avant toute chose. C'est pourquoi il avait des problèmes avec certaines interventions étrangères. Et il était dur. Parce que Tshisekedi n'était pas prêt à vendre son pays. Il n'était pas prêt à vendre son pays, même dans les négociations. Si c'était un autre politicien, il aurait eu le pouvoir. Vous vous entendez avec les Belges, vous vous entendez avec les Français, vous vous entendez avec les Américains. Tshisekedi, non, c'était un non aux intervenants parce que c'est l'amour de la patrie. Il aimait sa patrie. Un autre élément du tshisekedisme comme idéologie politique, c'est la non-violence. La non-violence. Pour lui, il était d'avis que ses objectifs pouvaient être atteints par la non-violence. Il était convaincu. Et puisque Marie-Rose est partie, l'autre élément que nous partageons, c'est lequel? C'est l'héritage de Nelson Mandela, venant tous de l'Afrique du Sud. Bon, j'ai eu le bonheur d'écrire un livre sur Mandela. Et où il y avait justement, quand j'écrivais ce livre, Étienne Tshisekedi, il était encore vivant. Et à ce moment-là, je demandais qu'il préface, qu'il écrive quelque chose sur Mandela. Et il a demandé à Bruno, qui était secrétaire général, Bruno Mavungo, il a signé dans ce livre-là au nom d'Étienne Tshisekedi. Donc la non-violence, il était convaincu qu'on devait y arriver. Il était sûr. Il croyait que le combat de la non-violence était plus fort que celui de la violence. Et en cela, donc, il y a cette relation entre lui et Nelson Mandela et d'autres leaders comme l'ancien Premier ministre indien Mahatma Gandhi. La non-violence qui avait fait libérer l'Inde avec des marches. Et monsieur Sambre, je ne sais pas, vous avez eu le temps de voir les images de Mahatma Gandhi. Monsieur là, il portait pratiquement des draps. Vous avez déjà vu des photos de Mahatma Gandhi en costume? Non. Très rarement. Il portait pratiquement des draps un peu nus. Si vous dites, monsieur là, il est nu. Oui. Mais ce combat-là a porté en Inde, et c'est le même esprit. C'est le même esprit. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, et un peu Martin Luther King aussi. Tous ces gens qui ont professé la non-violence, parce que justement comme Gandhi, comme Mandela, comme Martin Luther King,
il avait un rêve pour ce Congo. Tshisekedi avait un rêve. Martin Luther King avait aussi un rêve. Donc c'était des idéalistes en réalité, ces gens. C'était vraiment des idéalistes. Et après cela, les éléments du séquedisme, je vais vous donner les moyens pour atteindre cela. Mais permettez-moi de développer certains de ces éléments que j'ai cités comme faisant partie de la doctrine, de l'idéologie politique du RDT, le tshisekidisme. 1. Le constitutionnalisme. Constitutionnalisme. Le constitutionnalisme est défini, la définition du constitutionnalisme, comme étant une doctrine qui est fondée sur la limitation des pouvoirs. Le constitutionnalisme est défini comme une doctrine fondée sur la limitation des pouvoirs. Il comprend le constitutionnalisme comprend trois piliers fondamentaux. Trois piliers fondamentaux. Vous avez donc l'idée de limitation de pouvoir, c'est le premier pilier du constitutionnalisme. 2. Promotion de l'état de droit, c'est le deuxième pilier du constitutionnalisme. 3e élément du constitutionnalisme, c'est la protection et la promotion des droits humains. Protection et promotion des droits humains. Donc le constitutionnalisme lui-même est plus globalisant et il implique même certains éléments que j'avais cités. Donc l'idée de limitation de pouvoir, 1, 2, l'état de droit, 3, protection et promotion des droits de l'homme. Bon, les responsables de l'académie, ils comprendront que c'est une académie. Donc les choses que j'explique ici, j'essaie dans la mesure du possible de les rapprocher. C'est ce que j'enseigne aux étudiants de master qui sont proches du doctorat. Mais ça s'appelle une académie, monsieur le colonel. Vous savez ce que j'aime au RDT. Et nous avons aussi changé. Lorsque je suis allé à Tchangou la fois passée, on appelle notre école l'école du parti. Je dis non. L'école du parti, donnez un PP de l'école du parti. Nous, c'est l'université du parti. Mais le RDT voit les choses plus loin. Vous avez appelé ça l'académie. Alors qu'on est à l'UDPS, nous étions encore à l'école, comme l'école primaire, l'école secondaire. Non, on a adopté, nous sommes une université, mais ici vous êtes allé encore plus loin, c'est une académie. Et l'académie, c'est le lieu le plus élevé en matière de connaissances. Il n'y a pas de plus de quand on vous dit l'académie internationale, l'académie de droit international à La Haye. Mais c'est le dernier niveau où on étudie le droit international. Si on vous dit c'est l'académie de droit constitutionnel, mais c'est le dernier niveau où on maîtrise les principes. Donc ça, vous m'excuserez, c'est une académie. Ce que je vais faire, c'est prendre ce que j'enseigne ailleurs, là, au niveau de doctorat, je simplifie les choses et vous les avez. Et ne soyez pas surpris que nos amis ne puissent pas voir ces enseignements. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Parce que les différents concepts que je vais développer.
L'objectif, quel est mon objectif? Je vous dis faire de chacun de nous des Tshisekedi. Mais ici, je ne suis encore en train de développer qu'un seul thème, le constitutionnalisme. On fait trop de bruit dans ce pays. L'objectif, c'est que quand je viens par exemple au RDT, mon rêve, c'est lequel? Ce n'est pas toujours avoir le prof Mbata, toi tu vas débattre en droit constitutionnel. Non. Vous êtes à l'académie. Demain, prenez quelqu'un du RDT, il va enseigner l'état de droit à quelqu'un de l'SID ou du PPRD. Parce que vous, au moins, vous avez été à l'académie. Les autres n'ont pas été à l'académie. Et même quand ils seront à l'académie, ils n'auront pas des académiciens. Donc il ne faut pas attendre comme le modérateur a dit non, la mère mène tous. Mais c'était assez pénible. Mais il faut avoir aussi la confiance dans vos gens. On demande au PPRD, il semble, on demande au chef. Il y a un débat tout ça. Qui peut aller représenter l'UDPS? Moi je dis non. Moi je suis pas informé, on dit non, prof, toi tu vas. Moi je dis non, non, vous ne m'avez pas informé. Je dis non, on a dit que c'est toi. Je refuse d'abord, je dis bon, ok, je vais aller. Bon, ce sera pour débattre contre qui? On me donne le nom d'un professeur du FCC. Le FCC, là, le professeur du FCC apprend que c'est le prof André Mbata. Il dit à Christian Lusakoué, on dit non, moi je ne veux pas au débat. Il dit moi je ne veux pas. Alors Christian Lusakoué m'a dit non, prof. L'autre, votre collègue là, il a refusé qu'il ne peut pas débattre avec vous. Alors le FCC est en train de chercher un autre. Bon, après quelques dias, je reviens à vous après 15 minutes. Dans les 15 minutes, il m'appelle. Bon, le FCC a cherché son meilleur communicateur que tu connais. Ok, ça va. Même s'il n'est pas conseillé, mais c'est le meilleur communicateur, nous y allons. Mais nos gens aussi n'ont pas toujours confiance. Il y a des membres de l'UDP qui se disent non, prof à Kokokaté. Non, prof, vraiment, qui va mener dans ce discours? Alors j'entends ce que nos gens disent, oh, prof à Kokokaté. Alors maintenant je dis, est-ce qu'il y a un protocole? Il dit non, il n'y a pas de protocole. Il dit bon, ok, moi je viendrai en chemise. Alors nous nous retrouvons là-bas, mais parce que vous avez la matière, je crois que toute la nation a su faire, on nous appelle non, ces gens-là du RDT et de l'UDP sont de WEWA. Me dit attention, si vous invitez WEWA, vous avez vu l'autre WEWA contre Mende. Faites très attention. Donc l'objectif c'est quoi? C'est sur ces questions, vous donnez les fondamentaux. Et parce que c'est une académie, après la formation, moi aussi, j'annonce que dans une semaine, je vais donner un sous-bassement. Je vais donner un sous-bassement sous papier, vous aurez imprimé et tout ça. Ouais, c'est ça que je vais donner. Donc, que chacun d'entre vous puisse, dans les matières que moi je vais expliquer tout à l'heure, que nous ayons les meilleurs d'entre nous ici. Parce que c'est un domaine où il n'y a pas de complexe. Pas un seul. Parce que quand on dit ailleurs, on dit que le prof c'est l'un des meilleurs constitutionnalistes africains, ce n'est pas l'un des meilleurs constitutionnalistes africains qui viendra faire des cadeaux aux gens au Congo. Non. Alors le peu que nous avons là, c'est vous transmettre. Et après la formation, nous restons des personnes ressources. C'est-à-dire même après, vous n'avez pas bien compris pendant telle part. Est-ce que prof, vous pouvez nous expliquer? En passant toujours par la coordination, je peux revenir comme personne ressource. Et d'ailleurs, parce que vous êtes un grand parti, et que nous, on doit avoir la majorité en 2023. Et alors, à ce moment-là, on peut même exercer, certaines personnes peuvent s'exercer. Dans le domaine que j'explique, parce que c'est la pratique. On peut vous dire, vous allez dans un débat entre nous. Parce que quand nous-mêmes, nous nous renforçons davantage et que nous sortons, personne ne va résister. Personne ne va résister. Donc je reviens au thème du constitutionnalisme. Donc c'est une doctrine fondée, des limitations de pouvoir fondée sur 3 éléments. 1, la limitation des pouvoirs. 2, état de droit. 3, promotion et protection des droits de l'homme. J'explique d'abord la limitation des pouvoirs. Ici, c'est lié à ce qu'on apprend dans les universités. C'est lié
au principe de la séparation des pouvoirs qui était développé par un chercheur appelé Montesquieu. C'était un Français. Montesquieu est connu. Quand vous entendez parler de Montesquieu, ce qu'on retient souvent, c'est ce qu'il a développé sur la séparation des pouvoirs. Parce que pour Montesquieu, il faut que les trois pouvoirs soient séparés. Sinon, il y aura la dictature. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est lui qui est à la base de cette doctrine. On l'a appelé Montesquieu. Il était un Français. Et vous ne pouvez pas étudier le droit constitutionnel en Chine ou au Japon ou au Canada sans connaître Montesquieu. Avec vous, on n'ira pas dans les détails, mais retenez seulement que Montesquieu, c'est ce Français-là qui avait insisté sur le principe de la séparation de pouvoir. Et ce que nous avons actuellement, vous allez au l'exécutif, le législatif, le judiciaire, c'est un peu hérité de ces savants. Pourquoi est-ce qu'on limite le pouvoir? C'est pour éviter la dictature. Parce que si une même personne exerce les trois pouvoirs, comme dirait Montesquieu, ce serait la dictature. Donc il faut que le pouvoir soit séparé et les pouvoirs limités. Et Étienne Tshisekedi s'est battu pour ça. Lorsqu'il a constaté en 1967, je crois qu'il est ministre de l'Intérieur, nous avons notre constitution, la constitution de 67, qui divisait les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Étienne Tshisekedi était encore avec Mobutu. Il y avait séparation de pouvoirs. Mais lorsqu'à la longue, il se rend compte qu'il n'y a plus séparation, mais Mobutu va maintenant confondre le pouvoir en un seul, les essais tout seul, c'est à ce moment-là qu'on commence son combat. Ils étaient avec Mobutu, il était avec Mobutu. La constitution était bonne de 67, mais en 70 déjà, Mobutu est en train de tout mettre. Ça devient le mobutisme, ça devient le MPR. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul président fondateur. C'est là en réalité que commence le combat d'Étienne Tshisekedi. Il se bat pour le constitutionnalisme et d'abord, le premier principe, je vous dis, limitation des pouvoirs. Pour Tshisekedi, le pouvoir devait être limité pour éviter qu'une seule personne exerce tous les pouvoirs. Deuxième pilier du constitutionnalisme, je l'ai dicté, c'est l'état de droit. Il faut l'état de droit. Et en réalité, si vous prenez tous les discours d'Étienne Tshisekedi, ce qui revient souvent, vous allez trouver l'état de droit. Qu'est-ce qu'on entend par état de droit en termes simples? Un état de droit, c'est un état dans lequel toute personne et tout acte doit se conformer à la loi. Toute personne, homme ou femme, on doit se conformer à la loi. Toute personne, que vous soyez président, gouverneur ou simple citoyen, vous devez vous conformer à la loi. Toute personne et tout acte, chaque décision que vous prenez ou la loi que vous prenez, ça doit être conforme à la loi. Et Étienne Tshisekedi, ça c'était fondamental chez Étienne Tshisekedi. Il trouvait que Mobutu ne respectait pas ça. Au lieu de se conformer à la loi, il était lui-même devenu la loi. Donc au lieu que Mobutu se conforme à la loi, lui était devenu la loi. Et comme aujourd'hui, on avait trouvé des professeurs d'université pour soutenir ça. Je ne vais pas citer leur nom, certains sont encore là. Ils vous disaient quoi? Les paroles, les simples paroles du président fondateur ont une force de loi. Et ça, c'est un professeur qui nous enseignait. Ça signifie qu'aussi Mobutu est à la cuisine, c'est une loi. Tout acte du président fondateur force de loi. Quand il va aux toilettes, c'est une loi. Ce n'est pas possible.
Donc au lieu d'être soumis à la loi, il était devenu lui-même la loi. L'état de droit, je répète, c'est un état dans lequel toute personne et tout acte est soumis à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est ça l'état de droit. Mais maintenant, dans la loi, lorsque pour les étudiants, dans la loi, il y a plusieurs catégorisations de lois. Il y a aussi la hiérarchie des lois. Il y a des lois qui sont supérieures à d'autres. Et la première loi, la loi fondamentale, c'est effectivement la Constitution qui est la loi fondamentale. C'est ça la Constitution. Tout le monde doit être soumis à la loi, mais quelle est la hiérarchie de loi? Cette hiérarchie-là est dominée par la Constitution au niveau interne. Après la Constitution viennent des lois. Il y a des lois organiques, il y a des lois ordinaires, on ne sait pas entrer dans les détails. Il y a les actes administratifs, il y a des actes qui peuvent aussi être réglementaires, il y a des arrêtés des ministres, des décrets, ainsi de suite. Mais d'abord, la Constitution qui est la loi fondamentale. Et si vous rappelez-vous un peu ce morceau-là du discours de Etienne Tshisekedi qui passe à la télévision. De quoi tout le monde suit. La Constitution c'est sacré, ce n'est pas parce que c'est lui qui exprime, c'est la Constitution, la loi fondamentale. Tout le monde doit la respecter. Et la Constitution elle-même c'est quoi? C'est l'ensemble des règles sur l'organisation et le fonctionnement de l'État, en termes simples. Comment est-ce que l'État doit être organisé? Comment est-ce qu'il doit fonctionner? Quels sont nos droits et libertés? On les trouve dans la Constitution. Ce que je tiens ici, c'est une Constitution écrite, dont elle est dans un document. Il y a des pays qui n'ont pas de Constitution écrite, comme la Grande-Bretagne. Si vous allez en Angleterre, vous demandez, oh, voilà notre constitution. Est-ce que vous, en Grande-Bretagne, vous pouvez aussi me montrer, je voudrais voir votre constitution. On va vous dire non, cette personne ici ne vient pas du RDT. Il vient de notre parti politique. Parce que quand on vous a donné la formation au RDT, on vous a dit que les Anglais n'ont pas de constitution écrite comme ça. Vous comprenez? Oui. Ils ont des traditions, des coutumes, des lois, mais ils n'ont pas tous les textes dans un document que vous allez trouver appelé Constitution de la Grande-Bretagne. Ça n'existe pas. Et effectivement, aujourd'hui, la plupart des constitutions sont écrites. Et qu'est-ce que reprend la Constitution? La Constitution comprend plusieurs parties. Vous avez généralement un exposé de motifs. Vous avez un préambule, vous avez maintenant l'énumération des différents chapitres jusqu'à la fin. Et les idées forces d'une constitution, vous allez les trouver dans la Constitution. Et l'état de droit, je l'ai dit à plusieurs reprises, vous allez le trouver ici au moins 3 fois. L'expression état de droit. Vous pouvez le trouver, il y a au moins 3 fois dans ce texte. Première fois dans l'exposé de motifs, deuxième fois dans le préambule, et troisième fois à l'article 1er de la Constitution. Mais Etienne Tshisekedi, c'était un génie. Donc, l'article 1er de la Constitution, oubliez tous les articles de la Constitution, mais n'oubliez pas le premier. Le premier dit quoi? La RDC est un état de droit. L'état de droit qui était dans l'imaginaire de Tshisekedi Etienne a été inséré dans les tout premiers mots de la Constitution de la République. Je pourrais même dire que cette Constitution, c'est également un héritage d'Etienne Tshisekedi. Il parlait de l'état de droit, l'article 1er, le tout premier, avant de lire n'importe lequel, il vous dit quoi? La République démocratique du Congo est dans ses limites, dans ses frontières au 30 juin 60, un état de droit. Et c'est le chantier fondamental, c'est pour ça que nous avons également hérité.
l'état de droit. L'état de droit, c'est comme je l'ai souvent dit, c'est l'état du peuple d'abord, parce que la Constitution est d'abord l'œuvre du peuple. Et le peuple, on l'appelle le souverain primaire. Le peuple, on l'appelle le souverain primaire. Primaire par rapport à quoi? C'est par rapport au Parlement, qui sera le secondaire, parce que le Parlement est constitué de gens qu'on envoie, qui ont été mandatés. Le mandat, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple qui avant toute chose. Et lorsque l'un de mes anciens étudiants, l'un de nos étudiants, qui a obtenu la licence sans suivre mon cours de droit constitutionnel, il dit qu'on peut élire le président, il peut être élu par le Parlement. Alors, mais ce monsieur, moi je ne l'avais jamais vu à mon cours. Hein? Moi j'enseigne le cours de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Donc je suis votre étudiant. Ah, vous êtes l'un de mes étudiants? Bien entendu. Voilà. Mais pas comme l'autre. Non. Il va sur le peuple Congo et dit non, le président peut être élu au second degré par le Parlement. Mais il ne venait jamais à mon cours. Comme il ne venait jamais à mon cours, il ne comprend rien. C'est ça les conséquences quand vous cherchez trop le diamant, vous ne venez pas au cours. Et puis je suis sûr que si son parti avait une académie comme celle-ci, il aurait aidé à s'améliorer. Comment vous, on vous a envoyé, vous êtes des députés, c'est le peuple qui vous a envoyé. Vous avez dit non, nous enlevons le droit de lire au peuple qui nous a envoyé. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est comme un locataire, on t'a donné une maison, tu arrives là-bas, tu transformes tous les papiers de la maison. Tu deviens propriétaire, ce n'est pas possible. Non, non, qui les avance encore avec ce débat-là. Vous savez, on était très souvent dans le débat quand ils ont débuté toutes leurs hérésies. Toutes leurs faussetés qu'ils passent dans les radios, dans les télévisions, on va intervenir. Je crois que c'est même ça à l'académie. Ils ne peuvent pas être notions. Je voudrais que ma prière de tête, quand ils auront raconté tous les défauts, pour quelqu'un se dit que la question de le Parlement peut élire le président. On ne va pas intervenir maintenant qui les attendent. Ils appellent tous leurs pénalistes, les spécialistes de droit coutumier, les spécialistes de droit des biens, et puis on va les corriger à la fin. Donc la Constitution. Et ça, vraiment, il faut l'avoir. Il est important que chaque membre du RDT puisse avoir son texte de la Constitution. Vous savez, on trompe souvent le peuple pourquoi? Parce qu'on croit qu'il n'existe pas. Et vous savez, dans la vie, mon peuple meurt peur de ses connaissances. Quelqu'un, parce qu'il parle, il monte à la télévision, il monte à la radio. Il voit que les gens ne connaissent pas, ils commencent. J'aimerais, au RDT, on ne doit pas tromper les gens, les membres du RDT. On ne doit pas. C'est la Constitution qui est la loi fondamentale. Nous sommes dans l'état de droit. Et ça me permet, parce que il y a des choses que je peux avoir dites rapidement quand j'étais ailleurs, mais comme je suis ici à la maison, il faut peut-être les approfondir. Dernièrement, il y a eu des débats ici. Les membres du RDT ne doivent pas être surpris par des débats en droit constitutionnel. Il y a eu les débats sur les ordonnances du président de la République. Il a violé la Constitution. Mais pour violer la Constitution, il faut nous dire ce qu'il a violé. On a les ordonnances du président de la République, l'article 79, elles sont contresignées par le Premier ministre. En matière de nomination des magistrats, elles sont prises sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais dans le cas d'espèce, le Conseil supérieur de la magistrature a proposé, le président a nommé. Ilunga Ilunkamba n'était pas là. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que quand le Premier ministre n'est pas là,
c'est le ministre précédent, en cas d'empêchement, qui le remplace. Gilbert, quand on était là-bas, il a signé. C'est tout à fait constitutionnel. Et on ne débat même plus, ils sont déjà en activité. Ils sont déjà en place. Parce que les journalistes aiment parfois faire des débats. On va vous appeler prof, il y a l'actualité. Quelle actualité? Non. Les ordonnances du président sont valables. Et je leur ai dit que ce président, il est très bien entouré, pas comme celui qui était parti là. Ce président, il peut être... Maintenant, on forme, donc il y a une masse critique des constitutionnalistes. Même déjà, quand on sait orienter notre président. Notre président, lorsqu'il en a besoin, il peut avoir accès aux meilleurs constitutionnalistes de ce monde. Parce que notre objectif, c'est l'état de droit. Les ordonnances ont été prises sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. On nous dit non, il ne s'est pas réuni. Je leur dis, mais est-ce que le Conseil supérieur, il est constitué des magistrats? Est-ce que pour se réunir, le Conseil supérieur de la magistrature, vous n'êtes pas magistrat? Vous restez chez vous dans une ferme ou dans un hôtel. Quand le Conseil supérieur de la magistrature se réunit, il doit envoyer les invitations dans les fermes. Non, quand même, pas ça. On sait qu'il y a trop de fermes dans ce pays et trop de terres. Donc on doit venir à chaque ferme. Vous qui faites, c'est une ferme de poulailler, voilà une invitation. Ici le fermier, il fait l'élevage de cochons, voilà une invitation. Non. Non. Il s'est réuni, il a fait des propositions. Et qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature. Le premier président de la Cour suprême, il est là. Intermédiaire, il était là. Il a proposé au boulot. Les membres, tous les hauts magistrats, Conseil d'État, ils étaient présents, ils ont proposé Kilomba. Parce que c'était une promotion. N'allez pas dire que le président a nommé, il a pris au hasard. C'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-premier ministre a signé valablement. On leur dit, faites très attention. Si votre premier ministre est souvent fatigué, vous avez déjà appris que il va signer. Il semble qu'il voyage de moins en moins. Non, c'est valable, c'est constitutionnel. Et les juges, les deux juges là, on nous dit l'inamovibilité. L'inamovibilité signifie quoi en droit? Ça signifie vous ne pouvez pas déplacer un magistrat ou un magistrat contre sa volonté. En termes simples. C'est à l'article 150 de la Constitution. Mais ce n'est pas absolu. Le même article 150 vous dit que un juge peut se déplacer lorsqu'il y a une nomination nouvelle ou sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. Donc l'inamovibilité à l'article 150 n'est pas absolue. Mais ces gens lisent seulement la première phrase, ils laissent la deuxième phrase. Parce qu'ils ne connaissent pas la Constitution. Et dans le cas d'espèce, les deux juges ont une nomination nouvelle. Deuxièmement, l'ordonnance portant statut particulier des membres de la Cour dit que quand on vous a nommé, vous avez un délai de 8 jours pour lever l'option. Nos deux amis n'ont pas levé l'option. Et puis, qu'est-ce qui est grave? Le jour de la prestation de serment, ils sont même allés à limiter pour faire des touches. Le tshisekidisme, la non-violence. Parce que vous savez, pour Étienne Tshisekedi, l'immortel, les idées étaient plus fortes que toute chose. C'est pourquoi la non-violence suffisait. Il y a des gens qui la force physique peut faire. Je dis non. Parce que ce qui a transformé le monde, c'était quoi? Ce sont les idées. La force des idées. Et il croyait énormément dans les idées. La force des idées dans l'idéologie et de l'idéal. Donc les idées seules peuvent transformer le monde. Et même au RDT, ne croyez pas trop sur les moyens. Ne vous découragez pas parce qu'on n'a pas de moyens. Nous n'avons pas ceci. Mais maintenant, vous avez un beau siège. Vous n'en avez pas au début. Mais parce qu'il y a des idées.
Ce n'est pas le même RDT que j'ai vu dans ce bar là où j'ai fait une présentation. C'est tout à fait différent. Et à l'époque, j'avais dit que ce parti sera très grand. Ce parti ici sera très grand. Il sera très grand. Et vous êtes heureux d'être au départ, le commencement. C'est la force des idées, parce qu'il y a des idées, parce qu'il y a de la détermination. Et il n'y a pas que la non-violence chez Tshisekedi. Pour atteindre l'idéal, il faut quoi? Le courage. Ce n'est pas vraiment l'idéologie, mais ce sont les moyens qui vous aident à atteindre votre objectif. Le courage. Étienne Tshisekedi, c'était le courage. Il symbolisait le courage à toute épreuve. On va taper aujourd'hui, on enlève les chemises, vous verrez les photos. Vous avez déjà vu comment on tape Tshisekedi? On tape, on croit qu'il est abattu. Non, c'est quand vous le tapez là qu'il devient encore plus fort. Parce que les idées qu'il avait étaient plus fortes que toute autre chose. Donc les prisons, envoyées au village, envoyées à Goum, on était à Bounia là-bas, qui était la prison? À Dungu, oui, j'étais là-bas. Envoyé, ça n'a pas réussi à le malmener. Le courage. Un membre du RDT qui est nourri par l'idéologie de Etienne Tshisekedi, c'est d'abord le courage. On ne peut pas être Tshisekedi quand on n'a pas de courage. C'est le courage. Vous avez des idées, nous y croyons. Courage, allons-y. Sans le courage d'Etienne Tshisekedi, mais beaucoup d'entre nous ne porteraient pas la cravate dans ce pays. Non. La cravate. Hein? Donc il avait le courage. Donc le Tshisekedi, c'est un courageux. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse malmener. Oh, Mayamoto, tout le monde est parti. Non. C'est à cause de ce courage-là que nous sommes arrivés à la démocratie aujourd'hui. Le RDD, ce n'est pas un parti de peureux. C'est le courage, parce que nous croyons dans les idées. Et les idées nobles, nous croyons dans les valeurs. Et ça, c'est très important. Le courage. Je donne un autre élément que je viens d'évoquer dans l'idéologie. Le tshisekedisme, c'est aussi l'amour des valeurs. Et l'opposition aux antivaleurs. Le RDT, comme un parti politique fondé sur l'idéologie, sur le tshisekedisme, ne peut que défendre les valeurs et s'opposer à toute forme d'antivaleurs. Lorsque demain vous aurez le pouvoir, et vous l'aurez, lorsque demain vous êtes déployé dans des postes de responsabilité, mais vous l'aurez, mais j'y crois. Hein? Mais j'y crois. Mais tiens, c'est ce qu'il croyait, non? Il le croyait fortement. Hein? C'est comme ça, quand je faisais le témoignage, je disais, ben, c'est comme un peu comme Moïse, c'est le Moïse, comme le Moïse de la Bible. Il avait vu la terre promise sans y entrer lui-même. Hein? Il était monté sur la montagne, il avait vu tout ce que nous voyons, mais sans y entrer lui-même. Donc le courage, la foi, la détermination et les valeurs. Un membre du RDT déployé quelque part, ce n'est pas dans la corruption. Nous ne serons pas dans la corruption comme les autres. Parce que nous, c'est le changement. Non, nous n'allons pas manger dans leur marmite de la corruption. Nous ne serons pas dans les injustices. Nous ne serons pas dans le tribalisme. Non. C'est le rassemblement. Ce parti s'appelle comment? Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Ils viendront de partout. Et nombreux qui doivent venir ne sont pas encore venus. Ils vont arriver. Vous les verrez. Ils viendront dans ce rassemblement-là vers un même idéal. Et
animés par la même idéologie tshisekédiste. Donc les valeurs. Voilà donc ce que je pourrais dire. On peut passer des journées entières à vous parler de cette idéologie. Je vais conclure parce que j'ai mon cher ami ici. Vous devez venir après moi. Vous impatientez sûrement. Oui, il y a 3 heures. Voilà. J'ai encore combien de minutes, monsieur le coordinateur? Il reste 15. Il reste 15. Il est généreux, celui-là. Je suis sûr qu'il a augmenté. Donc les valeurs, nous sommes assis sur les valeurs. Le tshisekidisme est la défense des valeurs. C'est une idéologie qui vise la défense ou la promotion des valeurs en politique. Donc de ce point de vue, le tshisekidisme peut être défini comme étant une idéologie qui tend à promouvoir et à défendre les valeurs en politique. Nous ne pouvons pas être pour les antivaleurs. Et c'est ça le tshisekidisme aussi. J'ai déjà parlé du rassemblement. Rassemblement donc des démocrates de partout. Mais rassemblement, ça signifie aussi quoi? Il y a un mot qui revenait de plus en plus dans la bouche de Etienne Tshisekedi vers la fin de sa vie. C'est l'amour. L'amour. Je suis sûr que vous avez suivi les dernières déclarations. Hein? Prenez ces derniers discours. Hein? Mais Tshisekedi était déjà entré dans l'éternité en réalité. Quand il parlait de l'amour, là, il était déjà presque parti charnellement. C'est l'amour. Le tshisekédisme, l'amour de la patrie, on revient ici, c'est l'amour. Et cet amour doit commencer dans le parti. L'amour doit commencer dans le parti. Et Tshisekedi a combattu beaucoup de divisions à l'UDPS. Donc au niveau du RDT, nous ne pouvons pas aimer les conflits. Dès qu'il y a une petite flamme de conflit qui s'allume, il nous faut l'éteindre. Parce que nous avons une même idéologie. Pourquoi est-ce que nous allons nous haïr? Mais le champ est très grand. Hein? C'est comme dans la vigne où le Seigneur envoyait ses serviteurs. La moisson est abondante, le champ est grand. Pourquoi est-ce que les membres du RDT vont se mettre à se combattre entre eux alors que beaucoup de choses sont encore à venir? Vous allez vous battre pour les miettes alors que la coupe n'est pas encore arrivée? Vous allez vous combattre pourquoi? C'est ça, c'est dans l'esprit du rassemblement. Devenez entre vous des artisans de paix entre vous. Et là, le RDT va faire des grands bons. Pas de petits conflits entre telle et telle section et telle, non. Notre champ est trop vaste. Et nous avons l'avenir devant nous. Nous avons l'avenir devant nous. Nous n'avons pas... Si aujourd'hui, certains peuvent être peut-être déployés, ils ont peut-être quelques fonctions quelque part. Mais si vous n'êtes pas là, ne vous en faites pas. Et après le débat avec Mandela, les gens demandent, mais prof, mais vous, on ne vous nomme pas pourquoi? On dit, mais comment? Pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas le prof? Je dis, mais moi je joue encore mon rôle. Quel est votre problème? Hein? Vous ne m'entendez pas dire, mais le prof fait quand même beaucoup de choses. Évidemment, j'ai besoin d'être nommé, mais dans des hautes fonctions. Mais vous ne m'en verrez pas en train de critiquer. Oh, voilà le président du parti là, il n'a pris que tel. Hein? Moi, il m'a laissé alors que j'ai toutes les compétences. Mais tout le monde, chacun de nous a un rôle, non? Hein? Le rôle que joue le prof est encore très très important. Effectivement, on va le nommer, ne vous en faites pas. Mais nous n'allons pas commencer à nous battre. Pourquoi tel? Oh, pourquoi lui? Non. Ne soyez pas des pessimistes. L'optimisme fait partie du tshisekédisme. C'est comme je dis, des gens qui ne sont jamais abattus. Un tshisékédiste, c'est quelqu'un qui n'est jamais abattu. Même si aujourd'hui il n'a rien.
Même si aujourd'hui il n'a pas d'emploi, il dit que je défends la meilleure cause et je l'aurai. C'est ça, ça fait partie. C'est pourquoi je disais, l'objectif de ma communication, ce n'est pas... C'est vous faire de vous des Tshisekedi, c'est plus que le simple membre du RDT. Parce que le tshisekidisme, finalement, c'est une façon de penser et aussi une façon de vivre. Ça s'entre dans notre vie. S'entre dans notre vie. Je ne veux pas, je sais que mon objectif est tel, je ne veux pas aller dans des choses inutiles. Si j'ai un peu d'argent, je ne veux pas demain acheter tout ce qui coûte cher, tous les véhicules, non. Tshisekedi lui-même, il avait combien de véhicules? Si j'ai un peu d'argent, je ne veux pas me mettre à je paye des fermes, comme ici, on aime le ferme, je paye ici, ferme espoir, ferme pardon, ferme ceci, ferme cela, non. Notre modèle ne nous a pas prêché ça. Et c'est pourquoi Félix Tshisekedi, président de la République, disait au début d'écouter, moi je ne suis pas venu ici pour faire des fermes. Je suis venu pour travailler dans l'intérêt du peuple congolais. Je lisais quelque part, on m'a envoyé dans mon WhatsApp une image d'Angela Merkel, la première ministre d'Allemagne. Alors son journaliste qui lui prend des photos, son journaliste il critique la première ministre, il dit non mais il y a 5 ans je vous avais photographié avec la même robe. Hein? Premier ministre, tout ça. Il y a 5 ans c'est toujours la même robe. 5 ans c'est toujours la même robe. Vous avez quelle était la réponse? Vous avez la réponse d'Angela Merkel? Non. Il y a 5 ans, vous m'avez photographié avec la même robe. Oui. Le peuple allemand, j'ai été élu pour servir le peuple allemand et non pas pour devenir un mannequin. J'ai été élu pour servir le peuple allemand comme Premier ministre, mais c'est une femme, hein, mais ce n'est pas pour être un mannequin. C'est un peu une leçon à nos dames. Vous n'avez pas besoin de vous engouffrer de trop de bijoux. Nos dames doivent être jolies, bien sûr. Et ils le sont d'ailleurs. Mais pas exagérées. Parce que quand vous allez ou ailleurs, un peu de bijoux, mais pas extravagant. Ça suffit. Et vous n'avez pas besoin de vous charmer à la maison à cause de bijoux, non. Nécessaire, joli, oui. Passable, mais pas extravagant par toutes des choses inutiles. Ça, c'est ce que nous avons laissé aux autres, les médiocres. Donc, l'amour de la patrie, la non-violence et d'autres. Il y a d'autres petits principes qui peuvent être attachés, mais voilà en gros en quoi peut être résumée l'idéologie tshisekidiste. Mais est-ce un culte de personnalité? Tshisekidisme, est-ce un culte de personnalité? Mais la réponse est non. Le tshisekidisme n'est pas un culte de personnalité. Parce que notre modèle lui-même, le modèle Tshisekedi n'aimait pas être adoré. Le culte de personnalité, si ça ne passait pas sur Tshisekedi. Le Dialelo était interdit chez Tshisekedi parce qu'on le chantait pour Mobutu. Ceux qui ont vécu, ceux qui sont nés peut-être avant, ils savent. On chantait dans ce pays, non? Dialelo. Oui. Sakayons. Hein? L'animation politique avant que Mobutu arrive, c'était le Sakayons. Le Dialelo. Mais comme Tshisekedi était opposé à la dictature, il ne pouvait pas aimer le Dialelo. Le Dialelo, c'était le culte des personnalités. On montrait Mobutu dans les nuages. Et Mobutu, on lui avait donné tous les noms. L'infatigable, les bâtisseurs, victorieux, rédempteur. Il avait même le nom le plus long de Kukungwendu Wazabang. Il avait tous les noms. Et Mobutu avait acquis ce qu'on appelle en français l'apothéose. L'apothéose, c'est-à-dire que vous arrivez à un niveau où on vous adore comme un dieu. On appelle ça apothéose. Mobutu, c'était comme un dieu. Alors, comme Tshisekedi s'opposait à la dictature, vous comprenez que la première personne à s'opposer contre le culte de personnalité, c'était qui? C'était Tshisekedi. Et alors comment, quand vous posez la question, est-ce que Tshisekedi peut être un culte de personnalité? Non, ce n'est pas dans le DNA de Tshisekedi. Ce n'est pas dans le sang du tshisekedisme. Parce que Tshisekedi lui-même, c'était un non à toute forme de culte de personnalité. Il savait échanger avec les gens, il n'aimait pas que les gens aillent le flatter, non. Pendant que les gens flattaient Mobutu, Tshisekedi n'aimait pas les flatteurs.
Il n'aimait pas les flatteurs. La flatterie ne fait pas partie de chez nous. Le truc là des raïs, Oumela, ça n'existe pas au RDT. L'autorité morale ne va pas devenir raïs ici. Qu'on chante, on danse. Non, Yémei, non. Non. Donc ce sont des gens, donc un homme, quand vous êtes plus simple, un Tshisekedi, c'est comme Tshisekedi lui-même, simple et qui a accès à son peuple. Demain, vous serez responsable du RDT. Ne mettez jamais un grand écart entre vous et la population. Vous voulez être élu demain. Ne mettez jamais un grand écart. C'est pourquoi la stratégie de Tshisekedi, c'était laquelle? Quitter Gombe pour aller alimenter. C'était proche de Mombele. C'était proche de la cité. Et il pouvait être vu comme l'homme des masses. Et c'était la masse qui devient son bouclier. C'est le peuple qui devient son bouclier. Les membres du RDT ne sont pas faits de... Non, nous avons, notre place est dans le peuple. Même quand nous avons le pouvoir, ne vous isolez pas. Ne mettez pas trop de barrières. Ne faites pas un culte de personnalité, ne venez pas nous adorer, m'adorer ou adorer tel nom. Donc le tshisekédisme, c'est un nom, ce n'est pas un culte de personnalité. Mais par contre, c'est l'amour d'un idéal. C'est l'amour d'un idéal. C'est l'amour d'un combat. Le tshisekédisme, il ne faut pas exclure cela. Je voudrais que vous notiez ça. L'idée de combat est intrinsèque dans le tshisekédisme. Le combat. Toutes ces choses dont nous parlons, les droits de l'homme, l'état de droit, ça n'arrivera jamais à vous comme du pain qu'on vient vous offrir. C'est le combat, l'idée de combat, n'oubliez pas. Demain, vous allez, même quand vous allez lutter demain pour implanter partout le RDT, ici et dans tout le pays, vous allez combattre. Parfois avec des moyens de bord, parfois démunis. Mais c'est l'idée d'un combat. Vous devenez un peu comme des apôtres. C'est un véritable postulat. Vous devrez aller à prêcher à temps et à contre-temps. L'idée du combat, nous sommes des combattants. Combattants, il y a des combattants jusqu'à la mort, non? Voilà. C'est dans le slogan de combattants jusqu'à la mort. Et tu sais que dit Étienne, l'immortel, a été combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Quelqu'un disait, mais combattant même jusque dans l'éternité. Alors quand on blaguait dans le monde, finalement, tu sais que Dieu arrive au paradis. Il arrive au paradis comment? Il arrive au paradis avec le mounière et puis les deux droits à la main. Mais comment? Ce monsieur, il amène le combat jusqu'au ciel. C'est pour vous faire rire. Combattant, nous sommes combattants. Le prof, c'était un combattant. Mon aîné qui était là-bas, il m'appelle souvent, le prof m'a dit, quand il n'est pas l'université, je suis combattant. Combattant pour la liberté. Et c'est un combat qui vaut la peine. Ça, c'est un combat de toute une vie. Et c'est ça le combat pour lequel les gens comme Nelson Mandela disaient en 61, un combat pour la liberté, pour la dignité de l'homme, pour la démocratie, un combat pour lequel, s'il le faut, nous sommes préparés à mourir. Le combat pour la dignité. C'est pourquoi nous autres ici, quand on luttait, on attrapait nos gens, on disait à Kabila, pas de deuxième mandat. On a arrêté mes gens de l'institut. Mais Dieu nous protégeait. Il n'y aura pas de troisième mandat. Il n'y aura pas de retour à la présidence. Je l'ai dit combien de fois. La petite condition, c'est de mourir et ressusciter le troisième jour. Avec une nouvelle identité touchée que je ne peux pas aborder. Vous passez par votre coordination, ils peuvent me contacter et à tout moment je suis disponible. Et ça fait partie aussi du tshisekédisme, de rendre service. Je vous remercie. Acclamons très fort, Seigneur professeur. Acclamons très fort. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques,
la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus. Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leur prix. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne du milieu du village. Interview. Porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jean-Baud de Maillot atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.